Bonjour à tous. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Sandra Dante, Fanny Demoulier et Antoine Sautenet pour nous livrer quelques recettes. Comment améliorer l'engagement des parties prenantes du point de vue de la gouvernance. Sandra Dante est fondatrice de Common Stake. Elle est conseille en RSE et en reporting extra-financier avec 20 ans d'expérience pendant de nombreuses années à la tête de direction RSE et prospective de Total Energy. Fanny Demoulier est directrice de raison d'être et de l'engagement des parties prenantes au sein du groupe Veolia. Elle a été auparavant en charge de la communication RSE et avant encore de la communication de la recherche et l'innovation. Antoine Sautenet est directeur de développement durable du groupe Michelin, docteur en droit, auparavant en charge des relations diplomatiques et du commerce international à la direction des affaires publiques du groupe Michelin, et respectivement chargé de mission au ministère des Affaires étrangères et chercheur associé à l'Institut français des relations internationales. Je suis administratrice et secrétaire de Chapter Zero France, expert en gouvernance, auparavant directrice juridique dans des secteurs privés et publics, dans le domaine des recherches médicales, recherches technologiques, informatique pour la santé, data et l'énergie. Nous nous réunissons aujourd'hui pour traiter un sujet qui a sa source dans un mouvement philosophique né aux États-Unis dans les années 80, le capitalisme humaniste au service des parties prenantes. Une idée lancée par Edward Freeman sous le titre de Stakeholder Theory, qui est une conséquence des dérives économiques, sociales et environnementales du capitalisme actionnaire. Cette théorie part du postulat que puisque les résultats d'une entreprise dépendent de 4 facteurs, le talent, le capital, le temps et l'harmonisation de ses intérêts avec ceux de son écosystème, il est impératif de prendre en compte les intérêts des principales parties prenantes dans les instances de gouvernance de l'entreprise et de ne pas se concentrer seulement sur le capital. La définition des parties prenantes dans l'organisation, c'est tout un groupe d'individus ou tout individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels. Cette approche par les parties prenantes nous achemine vers une idée selon laquelle lancer ou développer une entreprise aujourd'hui doit s'inscrire dans un projet collectif et donc partagé. Le partage de la valeur collectivement créée et le partage du pouvoir conditionnent donc l'émergence d'un nouveau capitalisme. Dans la continuité de ce courant philosophique, la réglementation a évolué. Elle impose désormais l'intégration des intérêts des parties prenantes internes et externes dans les décisions de gestion des entreprises. Tout d'abord, le concept de la partie prenante apparaît dans la loi NRE. Depuis la loi sur le devoir de vigilance, les entreprises d'une certaine taille mettent en œuvre un plan de vigilance qui a vocation à être élaboré en associant les parties prenantes. Depuis la loi Pacte, qui a modifié les codes civils, le conseil d'administration a pour mission d'intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie et l'activité de l'entreprise. Enfin, depuis l'entrée en vigueur de la directive CCRD, le rôle du conseil d'administration a encore évolué pour intégrer les intérêts des parties prenantes dans la stratégie. Les entreprises soumises à la CCRD doivent en effet réaliser en collaboration avec leurs parties prenantes une analyse de double matérialité sur chaque thème, sous-thème, indicateur et point de données présents dans les normes extra-financières. Nous nous apercevons alors très clairement que les murs de l'entreprise sont en train de tomber. La société est désormais entrée dans l'entreprise et l'entreprise se glisse dans la société. Quels sont les enjeux liés à l'engagement des parties prenantes? Comment créer une culture de dialogue avec les parties prenantes? Comment les préoccupations des parties prenantes arrivent jusqu'aux instances de gouvernance? Quelles sont les méthodes qui peuvent nous inspirer et les moyens à mettre en œuvre pour soutenir la stratégie de création de valeur? Merci Sandra de nous livrer une double analyse de la relation entre l'entreprise et les parties prenantes et nous expliquer comment et pourquoi ces deux approches se rejoignent désormais. Merci Anna pour ton introduction. Bonjour à tous. Pour faire le lien avec l'introduction effectivement d'Anna, on pourrait dire que ce sujet de la relation avec la partie prenante qui a pendant longtemps été perçu comme un sujet plutôt de communication, on commence aujourd'hui à l'approcher à sa juste valeur, puisqu'en fait c'est un sujet qui est central dans la relation que l'entreprise a avec la société. C'est un débat qui est central dans cette question de quelle est la place et le rôle de l'entreprise dans la société.
il faut bien avoir en tête qu'au-delà des évolutions législatives qui reflètent d'ailleurs les attentes de la société, mais qui peuvent parfois être en retard, c'est un sujet qui est à la fois structurel dans la vision de ce qu'est une entreprise, mais c'est aussi un sujet qui se fait plus pressant à des moments de changement importants. C'est un sujet en fait qui a pour la première fois émergé dans les années 30, donc en pleine crise économique, qui va progresser à nouveau dans les années 60, au moment où la société civile en fait commence à s'organiser, qui va être théorisé dans les années 80, c'est-à-dire dans une période en fait de très fort libéralisme dans le monde anglo-saxon, et qui va évoluer notamment avec la mondialisation, mais qui ressurgit aujourd'hui très fortement, d'une part sous l'effet du changement climatique, puisqu'on a tout d'un coup la nature, cette partie prenante silencieuse qui se manifeste et on se rend compte que c'est l'éléphant dans la pièce, qu'on dépend d'elle pour tout. Donc il y a cette nouvelle enjeux qui arrivent. Et puis, on est quand même dans nos social-démocraties à un moment où il y a un affaiblissement des capacités des États qui jouent un rôle de protection, etc. Et donc, ce sujet, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il devient d'autant plus aigu. Donc, au-delà de la question de la conformité juridique, il faut avoir en tête que dans la décennie à venir, ce sujet, il est forcément montant. Ce sujet, dans la manière dont il a été théorisé, dont il est abordé depuis plusieurs décennies, il a deux jambes. Une jambe stratégique et une jambe éthique. C'est important d'avoir en tête qu'en fait, la jambe stratégique a été assez vite à peu près perçue. La jambe stratégique, elle consiste en quoi? Elle consiste à dire, mais attendez, on ne peut pas juste prioriser les intérêts des actionnaires, regarder comment fonctionne une entreprise. Une entreprise, en fait, c'est le résultat qu'elle produit et le résultat d'une multiplicité d'acteurs qui vont interagir, qui sont impliqués. Et finalement, le rôle des managers va être de gérer cette multiplicité d'intérêts et d'essayer de maximiser la valeur pour chacun en essayant de ne pas aboutir à des contradictions. Donc vaste sujet. D'ailleurs, Edward Freeman, qui l'a théorisé, dire en fait il faut prendre cette question en compte dès la structuration du business model. Il ne s'agit pas simplement de dire on ne change rien et on redistribue à la fin. Donc c'est une question voilà, qui est abordée. Les entreprises, en fait, sans le savoir, ont toujours pris en compte cette dimension stratégique de quel fournisseur je dépends le plus et comment je vais gérer cette relation. On voit bien aujourd'hui, au moment où la question de la compétition pour les talents se fait plus forte, que tout le monde se repose la question de l'attractivité RH, etc. Donc en fait, il y a un mouvement naturel pour prendre en compte ces évolutions. Et en fait, cette dimension stratégique, c'est ce qui a conduit les entreprises pendant des années à prioriser leurs parties prenantes en fonction de l'influence des parties prenantes, donc de la dépendance qu'on pouvait avoir ou de l'influence de la partie prenante pour imposer ses intérêts ou pour nuire à la réputation. Et puis, il y a quand même une deuxième jambe qui est cette jambe éthique. C'est-à-dire qui j'affecte, donc non plus qui est-ce qui peut m'affecter, mais qui est-ce que j'affecte dans mes relations, dans mon activité, dans les décisions que je prends, et que cette partie prenante puisse en retour m'affecter ou pas. Et c'est là que c'est un point important, c'est que cette dimension éthique, elle amène à une toute autre priorisation des parties prenantes, qui est la partie prenante la plus importante dans cette vision éthique, c'est la plus vulnérable. Donc c'est important d'avoir en tête ces deux dimensions. D'un côté stratégique, et d'où je dois regarder qui sont les parties prenantes les plus influentes, et d'un autre côté, une vision éthique, qui est la question de quelles sont les parties prenantes les plus vulnérables. Ça peut être en période d'inflation des clients qui sont plus vulnérables et donc de réfléchir à une tarification particulière. C'est évidemment dans les questions de droits humains, quand on pense aux relations avec les communautés, quelles sont les communautés qui sont dans des pays où il y a des espaces civiques restreints
et qui ne vont pas avoir tous les recours qu'on aurait dans des pays où il y a une indépendance de la justice, etc. Donc en fait, c'est vraiment cette double réflexion, parce que dans une réflexion, on ne regarde que l'influence et la vision stratégique, on a tendance à négliger des parties prenantes vulnérables. Et d'ailleurs, une partie de la société civile s'est construite pour venir défendre les intérêts de parties prenantes vulnérables, qui n'avaient pas suffisamment de pouvoir ou de rapport de force pour pouvoir se défendre seules. Donc la société civile est venue un peu corriger cette vulnérabilité dans un monde qui ne regardait que le rapport de force et la vision stratégique. Euh, donc voilà, ça vous fait comprendre aussi la relation aujourd'hui avec la double matérialité. La double matérialité, elle reprend tout à fait ces deux jambes. Une vision stratégique, et donc là, ça correspond à vos risques et opportunités, donc ce qui peut affecter l'entreprise, et une vision éthique, qui est la matérialité d'impact. Quelle que soit l'influence ou pas des parties prenantes que j'affecte, comment je les affecte, etc. Et donc, dans la vulnérabilité, il y a aussi évidemment les questions environnementales, hein, c'est-à-dire que quand je regarde qui est plus vulnérable, je regarde aussi quels sont les environnements les plus sensibles. Donc, on ne parle pas que des personnes. Donc ça, voilà, c'est un point à avoir en tête. Et donc, ça vous fait comprendre aujourd'hui pourquoi cette question de la gouvernance devient clé indépendamment des questions juridiques. Et donc, cette question de la gouvernance, en fait, comment elle peut se formuler? En fait, c'est la question de savoir comment l'entreprise, lorsqu'elle prend ses décisions ou lorsqu'elle implémente ses décisions, euh, elle va éclairer ses décisions avec la manière dont elle affecte ses parties prenantes. Qu'est-ce que ça change dans les équilibres des intérêts entre ces parties prenantes pour pouvoir prendre ces décisions éclairées et en tenir compte dans la manière dont elle va soit intégrer complètement la prise en compte de l'intérêt, soit mitiguer l'impact qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est un point clé. Et donc, en fait, quand on pose cette question, on a tendance à résumer ce sujet à mais quelle information remonte au board? Et en fait, la première question, enfin, le premier message qu'on souhaiterait aujourd'hui passer, c'est que finalement, le premier rôle de supervision du board va sans doute être, parce que ça va être le point le plus déterminant, de regarder quelle est la culture du dialogue qui s'est développée dans cette entreprise. C'est-à-dire quelle est la vision que cette entreprise a de son rôle et de sa place vis-à-vis de son écosystème, et comment elle, progressivement, puisque c'est une transformation, hein, on sort quand même d'une période où on n'a pas eu cette vision, et donc c'est aussi une transformation, comment elle va implémenter cette vision du dialogue, et on va beaucoup en reparler par la suite. Ensuite, il y a la question de OK, mais quelle information tout de même remonte au moment de prendre des décisions? Et là, il y a la question aussi du timing. Euh, on voit pas mal se développer aujourd'hui dans la CSRD ces grands tableaux, enfin dans ceux qui commencent à anticiper le reporting, ces grands tableaux où on vous remonte une liste de catégories de parties prenantes, qu'est-ce qui les intéresse, et donc c'est des grands sujets génériques, et à quel moment on les voit, etc. Bon, c'est bien, mais honnêtement, d'un point de vue opérationnel, ça ne sert pas à grand-chose, ni en termes de supervision, et donc c'est intéressant aussi d'avoir en tête que dans l'intérêt de ce qui remonte au board, il y a des moments clés. C'est-à-dire au moment où il y a une réflexion stratégique, comment on a intégré la vision des parties prenantes, au moment où on a une controverse. Donc cette question du timing, on va y revenir. Et puis ensuite, il y a la question de comment au plus haut niveau, on intègre aussi cette pratique du dialogue parties prenantes, et donc la question des comités de parties prenantes. Et de leur place. Et donc, pour en parler ce matin, avec Fanny Demullier et Antoine Sautenay, l'intérêt d'en discuter avec Veolia et Michelin, c'est que ce sont des entreprises qui ont été assez pionnières sur ces questions, qui se sont structurées il y a même plus de 15 ans sur ces sujets, et qui continuent en fait de s'interroger sur leurs pratiques, et ont surtout, ces toutes dernières années, travaillé à un renforcement. Donc ça vous donne un signe de l'importance que à ce sujet, même les entreprises qui sont bien structurées
sont en train de le renforcer. Et donc sur cette question, on va commencer par la question de la culture interne, comment on construit cette culture interne. Fanny, on démarre avec vous chez Veolia. Comment vous avez abordé cette question du développement d'une culture interne du dialogue? Merci Sandra et merci Anna pour le propos liminaire. Alors, chez Veolia, en fait, cette culture du dialogue, elle prend racine dans cette vision de l'entreprise qui est portée par Antoine Frérot depuis plus de 10 ans, qui pose l'entreprise vraiment comme une entité totalement connectée à la société, avec le rôle des parties prenantes qui est vraiment majeur, et avec tout ce qui reprend ce qui a été dit en introduction, hein, la nécessaire prise en compte des attentes de ces parties prenantes et cette recherche d'équilibre d'intérêts. Donc l'actionnaire n'étant pas la seule partie prenante à prendre en compte dans les décisions qui vont être prises, et cette performance financière n'étant pas le seul sujet d'attention. Donc, bon, d'ailleurs, Antoine Frérot a contribué aux travaux du rapport Nota Sénar qui a conduit à cette loi Pacte, hein. Mais assez vite, on a, nous, proposé un texte. Et d'ailleurs, je dis un texte parce que notre raison d'être, ce n'est pas un slogan. Souvent, c'est plutôt un slogan. Et nous, on l'a posé dans un texte assez long et assez atypique qui fait 500 mots en français, qui pose vraiment le cap qu'on se fixe sur le long terme. Parce que dans toutes ces questions-là, il y a aussi la question du court terme et du long terme, et quelle est la boussole qui va nous permettre de prendre ces décisions et de gouverner l'entreprise. Est-ce que c'est de financer le court terme, ou est-ce qu'on se projette sur du temps long et sur une certaine durabilité, mais surtout une certaine robustesse de l'entreprise. Et donc, au-delà de ce texte, pour nous mettre en mouvement, parce qu'il y a une vraie logique d'activation de nos collaborateurs, de nos managers, surtout dans un premier temps, on a voulu, au-delà de ce texte, être assez pratique, parce que même si on se projette sur le temps long, il faut inscrire cette logique dans les programmes stratégiques. Nous, on a des programmes stratégiques de manière assez classique qui sont sur 4 ans. Et du coup, on a défini cette notion de performance plurielle. Donc, c'est évidemment pas une performance qui n'est que financière. Elle est évidemment environnementale chez Veolia, puisqu'on fait un métier totalement connecté à l'environnement quand on produit de l'eau, qu'on traite des déchets ou qu'on fournit des services énergétiques. On fait un métier de service, donc cette performance, elle est naturellement sociale. Elle est bien sûr commerciale, puisque nous, on est un opérateur auprès des collectivités et des industriels, mais elle est profondément sociétale, puisque on est inscrit au cœur des territoires, et il s'agissait de le rappeler, parce que c'est souvent le parent pauvre peut-être de cette mesure d'impact. Donc, on a défini nos 5 catégories de parties prenantes, on a défini nos 5 niveaux de performance, et une performance, c'est un peu bijectif, je ne sais pas si ça saute aux yeux dans le dessin de cette roue-là, mais la performance environnementale, elle ne sert pas que la planète, elle sert évidemment les 4 autres parties prenantes, et on voit qu'il y a des intérêts très convergents, même si par nature, les intérêts peuvent être aussi divergents. Quand on voit un client, un actionnaire, un collaborateur, on voit bien que chacun va chercher quelque chose de différent, mais ce qui va nous intéresser, c'est les points communs pour pouvoir agir ensemble. On a connecté cette roue de la performance plurielle aux ODD, puisque nous, on contribue à un cadre international qui nous dépasse, mais on précise là où on agit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on a aussi nos objectifs, je ne suis pas sûre que ce soit très visible là sur le slide, mais qui permettent à nos managers de prendre des décisions en se disant, parmi les centaines d'indicateurs RSE qu'on va suivre, et c'est souvent assez technique, quelles sont les priorités claires qui doivent être suivies, parce que nous, on a 200 000 collaborateurs, donc il faut être assez clair sur le cap qu'on vise, et évidemment, nous, sur les enjeux de climat, mais aussi les enjeux de biodiversité, les enjeux de protection de la ressource, si je ne prends que les enjeux environnementaux, on fixe ainsi à nos managers l'ensemble des priorités. Donc, on a d'abord posé ce cadre pour être très clair sur la direction dans laquelle on va et nos priorités d'action. Et on a activé dans un deuxième temps la question du dialogue partie prenante, parce qu'on est dans quelque chose de peut-être plus complexe, où on est plus dans des soft skills en bon français, c'est-à-dire qu'on sort des indicateurs et on a besoin de faire comprendre aux managers que déjà en interne, il faut cette vision plus large, parce que quand on est un financier, quand on est un RH, quand on est un acheteur, ben voilà, chacun est sur sa mission
et elle est déjà lourde, elle est déjà complexe, avec des injonctions souvent contradictoires. Mais on a passé beaucoup de temps à former nos managers. On en a formé 30 000, ça a pris beaucoup de temps. On est parti du CODIR de nos 40 grands managers par fonction et par géographie, pour leur donner ce nouveau cadre de pensée et ce nouveau cadre d'action et surtout de décision. Et on est descendu auprès de 30 000 managers avec une grille assez simple, même si la roue peut paraître complexe, et elle peut s'appliquer à de nombreuses géographies et de nombreux contextes. C'est-à-dire que ça peut être à l'échelle d'une zone ou d'une business unit. Chez nous, les business units, c'est l'échelle d'un pays. Donc, ça peut être assez large quand on est sur la Chine ou les États-Unis, je précise. Et ça peut fonctionner pour des fonctions support ou des fonctions managériales, des fonctions support, c'est-à-dire ou RH, parce qu'à l'aune de cette grille, on peut passer tous nos projets, tous nos contrats et se dire, est-ce qu'on est vraiment à l'équilibre? Parce que ce qu'on va viser, c'est quand même une conscience plus juste de ce qu'on cherche dans un contrat, un projet. Est-ce qu'il faut rééquilibrer pour être plus robuste? Et je rejoins complètement ce qu'a dit Sandra sur la question de la stratégie et de l'éthique, parce qu'évidemment, on va chercher à avoir des alliés, et je reviendrai peut-être dans les prochaines questions sur tout ce qu'on va mener, nous, avec nos managers pour leur vraiment les aider sur cette culture de la relation partie prenante. Mais il y a évidemment la question de l'éthique et donc de l'acceptabilité. Nous, évidemment, on a un industriel de l'environnement, donc on va traiter des pollutions, mais en traitant des pollutions, il y a des impacts locaux. Eh bien, il va falloir s'assurer que ce dialogue soit ouvert et qu'il y ait une compréhension des territoires dans lesquels on agit et de nos différents partenaires. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez large, d'assez complexe, et on essaie, nous, de former nos managers pour leur permettre d'aborder leur rôle de manière plus robuste, on va dire. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, peut-être Fanny, du fait qu'aujourd'hui, le dialogue multipartie prenante, c'est quelque chose, alors c'est de l'ordre de l'innovation, mais ça commence à rentrer Oui. dans la vision même que vous avez des contrats, c'est-à-dire dès la signature d'un contrat, vous intégrez cette question. Alors, je vais essayer d'être synthétique et de montrer qu'on est assez agile. Enfin, on essaie d'être agile dans la manière, nous, de porter ce projet et de faire en sorte qu'il y ait une vraie appropriation interne. D'abord du texte, je vais répondre à votre question après, mais d'abord du texte, je vous ai dit que le texte faisait 500 mots, c'est un peu long et assez vite on a bougé. Donc le texte, on l'a partagé en 2019 à l'Assemblée générale. En 2022, on s'est dit tiens, il est un peu long, on en a fait une version courte pour rentrer plus facilement. Cette performance plurielle, elle était inscrite dès notre programme stratégique Impact 2023 avec 18 objectifs, c'est les points centraux. On s'est dit c'est beaucoup, on n'a jamais réussi à faire plus court. Là, dans le nouveau programme Green Up, qui est la roue que vous voyez, on en a 15. Donc ça, c'est la manière dont on a déjà posé notre cadre de gouvernance et de décision pour les managers. Et assez vite, on s'est dit, on a posé le sujet des parties prenantes, mais il faut que nos managers comprennent mieux l'intérêt de l'écoute, du dialogue, et pour aller idéalement jusqu'à la coopération, qui est vraiment l'étape 3, en fait, en gradation de la relation. Et là, on a développé un programme qui s'appelle Plus sain pour une écologie en action, qui est même en open source, qu'on le partage. On a travaillé avec des parties prenantes. C'était une sorte de prototype. On a réuni, en fait, nos 5 catégories de parties prenantes. Dans ces 5 catégories, il y a une grande diversité, parce que chez nos clients, il y a déjà une grande diversité. Chez nos collaborateurs, il y a plein de fonctions, il y a plein de catégories. Au niveau sociétal, on a tous nos fournisseurs. Les fournisseurs, ils sont assez cachés là, dans ce qui apparaît, mais on a les fournisseurs, on a les académiques. Voilà, donc on a composé un collectif de 50 parties prenantes avec toute cette diversité, 10 par catégorie, sur ces 5 catégories. Et on les a réunis pour voir comment on arriverait à mieux se connaître, pour mieux travailler ensemble. Et on s'est dit, là, on ne va pas être théorique, on ne va pas faire une formation théorique pour nos managers, on veut expérimenter l'objet pour montrer l'intérêt. Parce que tant qu'on ne vit pas la rencontre avec les parties prenantes et qu'on ne comprend pas les points de vue divergents, en tout cas différents, à défaut d'être divergents, mais les intérêts communs qui très vite émergent, en tout cas sur les sujets qu'on est amené à aborder, et ben on voit la force de cette nouvelle approche qui nous place différemment dans l'écosystème. Et donc, pour répondre à votre question, on a posé ce prototype Plus simple, une écologie en action. Je vous invite à aller regarder parce qu'on a vraiment publié largement sur nos sites ce qu'il en est pour le partager. On a voulu l'expérimenter. On peut le faire à plein d'échelles, mais on a surtout voulu le faire à l'échelle d'un contrat parce que là, on rentre vraiment dans le dur de l'activité. Et nous, tout le sujet de la raison d'être et de cette performance plurielle, c'est pour dire que ça n'est pas de la philanthropie. On ne fait pas notre activité et à côté, on fait des actions à caractère sociétal.
sociétal. On inscrit au cœur de la manière dont on pense le contrat, et tout ça, c'est un shift qui prend du temps, hein, ce n'est pas une baguette magique, je pense qu'il n'y a aucun malentendu dans mes propos. Cette vision-là, très friedmanienne. Et donc, je vous donne un exemple, on n'en a pas 200, hein, pour être très franche, mais dans un contrat, on a réussi à Nice, dans un quartier difficile, qui est quartier d'Ariane, pour ceux qui le connaissent, sur un sujet complexe qui est un incinérateur. Donc, ce quartier-là et la ville de Nice a choisi, et les élus, de traiter leurs déchets en les incinérant, parce que c'était la meilleure solution qu'il y avait pour le quartier, a confié à Veolia, dans ce contrat-là, ce contrat. C'est une usine qui est assez atypique, parce qu'elle a 100 mètres des premières habitations. Donc, on voit bien l'inscription très nette de cet incinérateur dans son territoire. Et de ce que ça représente, ça traite les déchets, ça permet de les valoriser en énergie. Il y a une dimension économique qui a été vraiment travaillée dans notre offre, et elle est techniquement bonne, c'est aussi pour ça qu'on a choisi. Mais on a proposé 2 innovations sociétales importantes. D'abord, la création d'un tiers-lieu. Alors, je ne vais pas entrer dans le sujet des tiers-lieux, moi qui me passionne beaucoup, parce que c'est réinscrire le sujet aussi d'écologie dans les quartiers, mais c'est un lieu qui est ouvert du coup aux habitants du quartier, mais au grand public en général. Et nos sites ne sont ouverts que ponctuellement sur des visites d'usine et pas tout le temps. Là, on va l'ouvrir vraiment 6 jours sur 7. Et c'est ce tiers-lieu, il va être un lieu de visite, d'exposition. On va comprendre le parcours du déchet et la valorisation énergétique, les contraintes aussi environnementales en termes d'impact. Il y aura un forum de l'emploi aussi pour aider en termes d'insertion les acteurs du quartier. On traitera la question de la formation, et il y aura des conférences pour sensibiliser les habitants et plus largement au quartier. Donc, il y a une certaine transparence déjà de ce site. Mais pour aller plus loin et pour aller sur cette question de l'acceptabilité et potentiellement de la vulnérabilité, mais aussi un aspect assez stratégique, on a créé un haut conseil environnemental et sociétal, c'est-à-dire qu'on a réuni les 5 catégories de parties prenantes, notre client bien sûr, et c'est les 2 élus en charge des déchets et du quartier qui siègent dans ce haut conseil, notre partenaire financier qui est la Banque des Territoires qui finance en partie ce contrat-là, nos collaborateurs, notamment le manager de site, et c'est là où ça devient intéressant, des représentants du quartier et du contrat sur les aspects environnementaux et les aspects sociétaux. Et là, on va mettre en débat dans ce contrat, dans ce haut conseil environnemental, d'une part la performance plurielle de notre contrat, et bien montrer la complexité de cette gouvernance et ces arbitrages qui sont faits et qui sont faits de manière transparente, puisque là, du coup, on va partager ces résultats. Mais pour aller plus loin, on va ouvrir les décisions sur la vie du tiers-lieu, le choix de la programmation du tiers-lieu, les sujets qu'on va mettre en débat au tiers-lieu, à ce haut conseil. Donc là, on est au-delà du dialogue, on est dans la coopération sur un objet qui est l'objet vitrine du contrat. Voilà, c'est un exemple. La codécision. Voilà, la codécision. Voilà, tous nos contrats ne sont pas comme ça, et juste, voilà. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans la mise en œuvre très concrète de cette intention, nous, qu'on essaie de descendre au plus près du terrain dans nos contrats, auprès de nos équipes, mais avec et pour nos parties prenantes, pour être dans une logique beaucoup plus partenariale. Donc, c'est l'ODD 17, pour ceux qui le connaissent, qu'on met vraiment en avant. Mais cette sorte de gouvernance qu'on essaie d'ouvrir pour qu'on soit un peu plus juste dans les décisions et plus robuste. Il y a vraiment une question de robustesse dans toute cette logique-là. Oui, en fait, cet exemple, il illustre bien le fait que quand on développe une culture, on n'est pas simplement en dialogue multi-parties prenantes à un haut niveau et ensuite simplement en bilatéral, mais que de plus en plus se développe cette logique et cette tendance à faire du multi-parties prenantes, y compris à des niveaux locaux, pour que les parties prenantes puissent aussi échanger entre elles. Antoine, est-ce que de ton côté, tu peux nous expliquer justement comment vous vous êtes structuré de votre côté chez Michelin, et des réflexions aussi que vous menez pour faire évoluer votre dispositif? Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Anna pour cet accueil et cette opportunité. Alors en fait, on est sur une logique qui suit ce que tu as dit en introduction, Sandra, c'est-à-dire que en 2013, on a écrit des lignes guides pour les parties prenantes, et dans une logique tout à fait intégrée à la notion de responsabilité sociétale de l'entreprise, y compris territoriale. Donc on devait engager un dialogue avec les parties prenantes partout où nous sommes présents, en l'occurrence dans plus de 110 pays. Mais il faut bien dire qu'en 2013, on était encore dans cette logique de réfléchir si les parties prenantes sont en ligne au fond ou pas avec les intérêts du groupe. Et on voit que cette logique, elle a évolué, elle s'est enrichie autour de la question de savoir si c'est aligné ou pas sur les intérêts du groupe, à la question de savoir quelles sont les parties prenantes qui sont touchées ou qui sont concernées
par les activités du groupe. Et donc, on a quelque part élargi le champ du dialogue, mais aussi en termes, au fond, d'état d'esprit. On a modifié, au fond, l'état d'esprit qui était le nôtre au départ. Et donc, on est en train, d'ailleurs, de remettre à jour ces lignes guides pour les parties prenantes. Ce que nous avons fait, c'est qu'on on a commencé à travailler au niveau du groupe. Donc, on a créé en 2016, nous, ce dialogue avec les parties prenantes à travers un comité. Et en fait, la clé du succès, je dirais, pourquoi c'est un dialogue aujourd'hui, c'est qu'on a créé une forme d'intimité entre les parties prenantes qu'on a précédemment désignées et les membres du comité exécutif. Donc ça, c'était, je dirais, la première pierre angulaire de ce dialogue. Mais au fond, ça s'est, je dirais, dispersé, irrigué différentes dimensions du groupe. Et c'est ça la clé. Et pour Michelin, le meilleur exemple, sans doute, concerne le caoutchouc naturel, parce que le groupe fait vivre près de 2,5 millions de petits planteurs grâce à l'achat de caoutchouc naturel. Et on a lancé en fait un dialogue avec nos parties prenantes sur l'ensemble de la chaîne de caoutchouc naturel, avec cette logique vraiment de toucher les parties prenantes les plus affectées. Et donc, on est allé chercher des représentants d'ONG, mais aussi des scientifiques, des chercheurs, mais aussi des représentants de coopératives, et y compris certains de nos concurrents, donc avec vraiment une approche la plus englobante possible pour permettre un dialogue extrêmement transparent. Et pour prendre un exemple très concret, on a eu une session donc ad hoc de dialogue avec nos parties prenantes sur le caoutchouc naturel assez récemment, il y a à peu près 1 mois et demi, sur une réglementation européenne qui concerne la déforestation. Donc le caoutchouc naturel fait partie des véhicultures de cette réglementation. Et on a partagé très naturellement toutes les difficultés qui étaient les nôtres pour mettre en œuvre cette réglementation. Et c'est extrêmement intéressant parce que les ONG, les chercheurs ont été très sensibles à cette question-là et ont accueilli très positivement nos arguments, et un véritable échange s'est mis en place sur des logiques de certification, comment on pouvait améliorer la traçabilité, comment on pouvait penser la géolocalisation. Donc il y a vraiment des solutions très concrètes qui peuvent émerger d'un dialogue, je dirais, sectoriel, et c'est comme ça qu'on l'a pris. Maintenant, on est évidemment au tout début de l'histoire. Et ce que décrit Fanny, c'est-à-dire la question du caractère organique du dialogue avec les parties prenantes, ce que fait parfaitement Fanny et Veolia, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Et donc, d'abord, on sent une prise en compte et une compréhension du dialogue avec les parties prenantes beaucoup plus affinée aujourd'hui qu'auparavant de la part des personnes qui s'occupent du business. Donc, on a de plus en plus de questionnements qui nous arrivent, des lignes business pour nos produits pneumatiques ou autres, qui s'interrogent notamment sur ce que tu as évoqué au début, Sandra, qui est la question éthique. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de mettre en place des allocations d'énergie et de permettre de donner des certificats à certains constructeurs automobiles et donc pas à d'autres? Donc, il y a des questions éthiques comme ça qui sont soulevées, et quelque part, en interne Michelin, la prise de conscience de ces problématiques éthiques, elles sont de plus en plus criantes, et donc on a de plus en plus de sollicitations de la part des parties prenantes. Et ce qui est vrai du côté du business est vrai aussi à l'échelle des régions. Et un de nos objectifs, c'est vraiment de systématiser le dialogue avec les parties prenantes, pas uniquement en Europe et en France, où quelque part, beaucoup de choses sont déjà installées, mais qu'on puisse l'imaginer dans des pays aussi difficiles et complexes et différents que la Chine, les États-Unis, le Mexique ou l'Europe centrale. Donc on est en train de développer cette manière de construire un comité des parties prenantes. Pourquoi? Pour pouvoir enrichir justement les feuilles de route développement durable de chaque région, de chaque pays, parce que, encore une fois, c'est un enjeu au fond extrêmement local. C'est vraiment l'exercice de notre responsabilité sociétale au niveau local qui est en jeu. Voilà en quelques mots. Merci Antoine. Sur la question justement de tout ce travail que vous menez au plus près du terrain, au plus près des parties prenantes locales, finalement, qu'est-ce qu'il est utile de remonter jusqu'aux plus hautes instances du groupe? Ça, c'est un sujet, puisque finalement, il y a une espèce de dialogue comme ça au long cours. Comment ça se passe chez vous? Quand on a préparé, en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est à des moments un peu stratégiques pour vous que finalement arrive une information au conseil. C'est pas en permanence la vision des parties prenantes. Est-ce que vous pouvez, peut-être Antoine, en commençant, nous dire un mot de comment ça se passe? Oui, bien sûr, et c'est un élément absolument déterminant, Sandra et Anna, effectivement. C'est d'abord une question d'orientation stratégique.
c'est quand notamment le business ou des membres du comité exécutif du groupe s'interrogent au fond sur un dilemme auquel nous faisons face, à une question véritablement ou authentiquement, si je puis dire, on n'a pas de solution, on a un questionnement, mais où on a besoin d'avoir le retour des parties prenantes pour essayer de dépasser ce dilemme. Donc l'idée, c'est d'être vraiment le plus transparent possible sur une question. Je prends un exemple très concret. On s'interroge notamment sur la question, on a une ambition au sein du groupe, c'est d'avoir le plus possible, en l'occurrence 40% en 2030, de matériaux recyclés et renouvelables dans les pneumatiques. Très bien. Maintenant, comment on fait concrètement pour avoir à disposition, si je puis dire, ces matériaux recyclés et renouvelables? Et là, il y a beaucoup de dilemmes qui sont face à nous. Est-ce qu'on doit attendre la technologie pour avoir des solutions de troisième, de quatrième génération pour du biosourcé? Ou est-ce qu'en transition, on peut aller par exemple avec de l'éthanol 1G, première génération, mais qui ne respecte pas l'ensemble des critères d'ACV, d'année de cycle de vie ou d'autres questions relatives à la compétition, d'usage, de sol ou d'autres secteurs, notamment agroalimentaires. Donc on a des questions comme ça de dilemme que l'on doit résoudre. Et c'est à ce moment-là, quand on a la formulation d'un dilemme, qu'on s'interroge avec le comité exécutif, donc on a un comité de pilotage, on essaie de mettre en forme des questions sur lesquelles on a besoin authentiquement de réponses et pour avancer sur notre stratégie. Donc c'est des questions qu'on se pose typiquement aujourd'hui pour mi-novembre sur est-ce qu'on peut imaginer un score de durabilité de nos produits et comment on peut le mettre en place, sur quels critères. Aujourd'hui, c'est aussi un dilemme pour nous parce que la réglementation n'est pas complète, elle est très fragmentaire. Comment on avance sur le sujet? Donc on a ce type de problématique-là. Simplement, ça demande beaucoup de travail en amont. Il faut en avoir conscience. C'est 6 mois, 7 mois de travail en amont de la réunion physique pour élaborer le discours du groupe et les questions sur lesquelles nous avons besoin d'un retour pour qu'à la fin, on puisse vraiment enrichir notre vision tout durable et mettre en place des plans d'action, y compris correctifs. Annie, peut-être vous voulez apporter un complément? Oui, je peux apporter un complément. Et après, il y a une question dans le chat, donc je vais peut-être répondre aussi à la question qui a été posée sur le côté potentiellement anecdotique du tiers-lieu. Sur la connexion avec le conseil, c'était ça votre question, hein, comment on fait C'est remonter? effectivement comment tout ce travail de terrain remonte au conseil et finalement Oui. à la fois sous quelle forme, mais à quel moment aussi. Je pense que la question clé, ce qui manquait peut-être dans la question qui était posée au départ dans le sujet de ce webinaire, c'est finalement c'est le moment qui compte. Voilà. Oui, donc alors nous, au sein du conseil d'administration, là, on a une nouvelle gouvernance depuis plus d'1 an et demi, hein, puisque Antoine Frérot est aujourd'hui président du conseil d'administration et on a Estelle Brachel qui est directrice générale. Et Antoine Frérot, il est aussi président du comité raison d'être. On a un nouveau comité raison d'être au sein du conseil. Donc on a un petit groupe d'administrateurs qui travaillent de manière rapprochée sur ces questions-là. Et nos 3 principaux drivers, c'est évidemment la question du texte, de l'appropriation interne, comme je disais. Donc ça, c'est extrêmement suivi et au moins tous les trimestres, enfin, ça va dépendre des réunions, mais nous, on fait un point d'avancement de où on en est sur l'appropriation interne. Et à nouveau, il fallait faire descendre ce sujet, nous, au plus près du terrain pour qu'il y ait une compréhension de cette ambition-là. Il y a un suivi, évidemment, par le conseil et ce comité raison d'être de la performance plurielle, du groupe qui est agrégé au niveau de l'ensemble de nos BU sur les principaux objectifs et indicateurs. Ils sont au nombre de 15 là, dans nos nouveaux programmes Green Up. Donc ça, c'est suivi de près. Cette question du dialogue, elle est plus récente. Donc là, on n'a pas un reporting encore précis, mais on a une ambition là, c'est aussi de connecter tout ce qu'on fait avec notre collectif Plus 5, j'ai présenté assez rapidement, et qui certes peut paraître anecdotique, et on y reviendra, mais qui est vraiment rentrer ça dans le fonctionnement de nos projets, de nos contrats, pour créer cette culture-là de l'écoute et du dialogue, et ça prend du temps, et ça ne nous permet pas d'écouter tout le monde s'il y avait le moindre malentendu, mais en tout cas, ça ouvre quand même beaucoup le champ de cette écoute et du dialogue. Mais historiquement, nous, on a des critical friends. Ça fait plus de 10 ans qu'on a ce comité plutôt VIP auprès de notre COMEX cette fois-ci. Et tout le sujet, c'est de se dire, OK, c'est très bien, et là, ça éclaire la gouvernance, mais de faire descendre ça. Et par exemple, pour donner un autre exemple de mise en œuvre de ce dialogue, quand on a construit notre nouveau programme Green Up 27, voilà, qui intensifie, en tout cas poursuit cette logique de performance plurielle et de dialogue, on a ouvert le dialogue dans nos géographies
avec 8 comités de parties prenantes qu'on a créés. Alors là, on ne l'a pas fait à l'échelle d'une zone, mais on l'a fait à l'échelle d'une business unit, donc juste d'un pays pour des questions de langue et de contexte socio-économique. Et on a créé 8 comités, alors en Australie, au Japon, en République tchèque, je ne vais pas tous les citer, mais pour couvrir toute la géographie, sur des business units un peu pilotes, parce que ce n'est pas simple d'aller créer un comité de parties prenantes et au-delà de ça, d'aller dialoguer, mais pour ouvrir ce dialogue sur la construction d'un plan à 4 ans. Donc, on reste un peu large. On a eu plus de 200 parties prenantes localement et en collectif. Alors, du coup, c'était des collectifs de 20 à 30 ou 40 parties prenantes dans ces 8 géographies. Ils ont été réunis 3 fois, 4 heures, c'est plus de 120 heures du coup de dialogue qui ont été menés. Et pour se dire, voilà, est-ce que dans ce que nous, on pose, on est à côté et quelles sont les principales priorités? Alors, on est parfois sur des choses où on valide, on enfonce des portes ouvertes, hein, mais des fois, ça fait du bien que nos managers l'entendent et que nos managers puissent répondre aux parties prenantes et qu'en plus, elles s'entendent entre elles avec ces 5 visions assez différentes et complémentaires. Et par exemple, ce qui est remonté, c'est évidemment, nous, la question du business model, parce qu'on doit s'inscrire forcément dans une économie de la sobriété. Sur le modèle de l'eau potable, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des infrastructures qui sont coûteuses et il va falloir transformer l'économie des projets. Ça se fait avec les clients, ça se fait collectivité, mais ça se fait avec les usagers. Donc voilà. Il y a la question de la réglementation qui a beaucoup été posée, parce que nous, pour que nos solutions puissent les déployer, il faut que la réglementation, elle permette. Et là, on va avoir peut-être des sujets de lobbying, mais ce n'est pas des sujets de lobbying de Veolia dans l'intérêt de Veolia, mais des sujets de lobbying d'une solution, par exemple, je pense à la réutilisation des eaux usées, dans l'intérêt d'un collectif, parce que si la solution ne peut pas la déployer, bah, du coup, voilà. Ça, c'était demandé par nos parties prenantes. Elle demande aussi beaucoup de la coopération. Alors, nous, on a la chance d'être à l'interface entre des collectivités, des industries, des fournisseurs, tout un écosystème. Et du coup, on a une certaine responsabilité ou un leadership qu'on peut prendre et de faciliter la coopération. Ça aide tout le monde, en fait. Et la dernière attente dans les généralités, hein, je ne rentre pas dans les détails, c'est la question de la formation, parce qu'on voit bien qu'on rentre dans de la complexité. Donc, il faut comprendre pour prendre des bonnes décisions. Il faut sortir de sa ligne de nage d'une certaine manière et avoir une vision plus large. La formation, elle est très, très attendue. Et nous, on a un beau projet que je n'aurai pas le temps d'exposer là, mais qui s'appelle Terra Academia, où on va former nos managers, mais pas seulement, et de se dire on le fait localement, parce que tout ça, je pense qu'Antoine l'a bien dit, ça se gère à partir des territoires, et chaque territoire est spécifique. Et du coup, ça permet à tout le monde de mieux se comprendre et du coup de prendre des décisions plus justes. Est-ce que peut-être avant de prendre la question sur le tiers-lieu, puisque vous avez ouvert la question des comités de parties prenantes, on peut revenir sur ce point-là, peut-être Antoine. Donc vous aussi, vous avez un comité de parties prenantes peut-être depuis près de 10 ans, non? Un peu moins de 10 ans peut-être. Oui. Comment ça fonctionne? Comment c'est structuré? À quel niveau? Qui en interne intervient dans le comité de parties prenantes et à quel niveau ça se passe et quelle est l'articulation avec le conseil de surveillance pour vous? Oui, très bien. Effectivement, donc Michelin est une société en commandite, on n'est pas très nombreux. Je crois que Hermès également au sein du CAC 40. Donc, alors peut-être pour répondre à la première question sur l'articulation entre le comité des parties prenantes et pour nous le conseil de surveillance. Donc, c'est le comité RSE du conseil de surveillance qui a vocation à intégrer toutes les problématiques développement durable dans l'agenda qui est donc tous les trimestres. Et ça se passe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est un retour systématique en décembre chaque année du comité des parties prenantes qui a lieu en octobre ou en novembre. Mais plus fondamentalement, et je vais y revenir sur les sujets, l'idée, c'est de pouvoir partager avec le conseil d'administration, le conseil de surveillance pour nous, les problématiques de fond qui ont été nourries par la réflexion des parties prenantes et pas de manière ponctuelle. C'est-à-dire que c'est un travail qui est vraiment au long cours. Quand on travaille, par exemple, sur les questions de... On vient de formaliser une politique diversité et inclusion. C'est un sujet que nous avons eu l'occasion de traiter avec les parties prenantes. Lorsqu'on parle évidemment de la double maternité, qu'on a travaillé avec les parties prenantes, c'est un sujet que nous allons aborder en comité RSE du conseil de surveillance. Donc la clé, c'est vraiment que ce soit pour la jambe environnementale ou pour la jambe sociale, sociétale, on puisse présenter au conseil de surveillance, au fond, le résultat d'une réflexion qui a été menée en commun avec les parties prenantes. Et pour revenir à ta question, Sandra, effectivement, ce comité corporel des parties prenantes a été établi en 2016, donc avant la loi française de 2017 d'ailleurs. Et donc, on a élaboré ce comité avec 12 membres de la société civile qui représentent les ONG, les think tanks, les organisations internationales, nos clients, nos fournisseurs. Donc, le champ est extrêmement large
Pour n'en citer quelques-uns, peut-être WWF, la Fédération internationale des droits de l'homme, mais aussi Toyota comme client, Decathlon également. Donc un champ à la fois d'un point de vue de typologie d'acteurs, mais aussi de géographie. On a également des investisseurs américains. Donc on a vraiment un champ extrêmement large, à la fois géographiquement et par typologie de société civile, étant entendu que nous n'avons pas de médias dans ce comité des parties prenantes, mais on a aussi les représentants de syndicats qui sont présents. Donc voilà un petit peu pour la configuration. Et on se réunit une fois par an en physique pendant 2 jours avec les membres du comité exécutif du groupe. Et c'est ce que j'ai dit au départ, la clé, c'est vraiment de créer une forme d'intimité entre les membres des parties prenantes, du comité des parties prenantes, et les membres du comité exécutif. Et ce n'est pas du tout immédiat. Il faut du temps pour que l'alchimie se mette en place. C'est des mandats de 3 ans renouvelables une fois. Et je dirais que depuis 3-4 ans, l'alchimie est là et on arrive à avoir cette intimité qui permet d'approfondir des sujets en commun. Et donc, on traite, nous, pendant une journée de 2 sujets, on fait des choix de 2 sujets en groupe de travail où on mixe les parties prenantes avec les membres du comité exécutif afin de travailler vraiment sur un dilemme et de trouver des solutions en commun. Donc, on est vraiment dans cette logique-là, y compris sur des sujets extrêmement sensibles d'actualité. Je prends notamment l'exemple du salaire décent, qui a fait l'objet d'annonces il y a peu, finalement, par le groupe Michelin. C'est un sujet qui a été discuté avec les parties prenantes pour savoir quelle était la meilleure approche, notamment l'ONG avec laquelle nous avons travaillé, Fair Living Wage, comment mettre en place, au fond, ce salaire décent, comment le mettre en place, pour quel objectif, comment on pouvait penser demain le salaire décent au-delà de nos employés. Voilà le type de questions qu'on pose avec les parties prenantes et le comité exécutif. En fait, en t'écoutant, je pense que c'est important de rappeler que très souvent, le comité de parties prenantes, en fait, peut être vu comme un doublon par rapport à un comité du conseil, parce que ça deviendrait un lieu de décision bis. En fait, les comités de parties prenantes qui fonctionnent mieux ne sont pas des lieux de décision, c'est des lieux de questionnement, quoi. Tout C'est à des fait, lieux où on vient partager un dilemme, donc c'est ni un lieu de décision, ni un lieu de légitimation de la décision. On n'est pas là pour cocher des cases et que des parties prenantes viennent totalement. valider ce qu'on a décidé, mais un lieu de partager la complexité auquel on fait face et de venir partager des dilemmes et de prendre le pouls et l'écoute. Il y a un autre point aussi qui revient dans vos propos à tous les deux, c'est la question de l'intégration. Je pense que quand on se demande mais quelle information doit remonter au conseil, c'est pas comment on ajoute cette question du dialogue partie prenante, c'est comment on l'intègre à ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire qu'on prend des décisions tout au long de l'année et c'est comment on intègre dans la manière dont on prend ces décisions cette question du dialogue partie prenante. Et pas on continue comme avant et puis en plus on a des remontées d'informations sur le dialogue partie prenante. Donc cette question de l'intégration, elle paraît importante. Je vois qu'on est à 10 minutes de la fin. Peut-être que du coup on peut prendre les questions et du coup Fanny, peut-être je vous passe la parole sur la question qui était arrivée sur le chat et puis Anna, du coup je te laisse reprendre la main sur les questions. Oui, du coup, il y avait une question sur les habitants locaux et autour de cet incinérateur, hein, est-ce qu'on prenait en compte toutes leurs paroles. Donc, nous, évidemment, on a des questions d'acceptabilité quand on, comment dirais-je, quand on a une installation d'usine et tout ce dialogue-là, il est mené en amont et ça, c'est une chose. Le tiers-lieu et surtout le Haut Conseil, j'ai envie de dire, parce que le tiers-lieu, c'est plus informel et c'est déjà bien d'ouvrir une usine sur son site et c'est une responsabilité que de faire ça parce qu'il y a des questions de sécurité, c'est du travail en plus pour le site, c'est accessoirement des coûts en plus et c'est un premier effort d'une certaine transparence et de dialogue. La question de la prise en compte des intérêts des habitants, ça va être plus dans le Haut Conseil où il y aura des instances représentatives et on va essayer de porter la voix. Donc, à nouveau, c'est pas une baguette magique et on voit que le consensus et le dialogue, il est parfois compliqué, donc on n'a pas forcément de recette miracle s'il y avait le moindre doute, mais c'est cette intention-là aussi qu'on veut porter au sein des contrats et auprès de nos managers pour que, comment dirais-je,
ça progresse parce que ça y va des deux côtés, en fait, d'ouvrir le dialogue. C'est-à-dire, il y a souvent des malentendus ou des postures un peu rigides et en fait, ça peut faire bouger tout le monde. Donc, il y a un petit côté utopiste, mais on est vraiment, on croit à la vertu du dialogue et c'est l'objet du sujet de notre réunion d'aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on porte. Il y avait une autre question, je pense, intéressante. Je ne sais pas si je la prends tout de suite, Sandra, sur alors je ne la vois plus à l'écran, je ne sais pas pourquoi, mais sur les représentants du personnel. Là. Elle a disparu. Ouais. Elle n'est plus dans le chat. Parce que Là, mais... j'ai commencé à Je la répondre. vois. Les syndicats Prenez là sont-ils aussi, oui. Oui. D'accord. les syndicats Oui. sont-ils membres des comités de parties prenantes? Oui, alors ça, c'est hyper intéressant. Merci d'avoir posé cette question-là parce que nous, vous avez vu dans notre roue de la performance plurielle, évidemment, on a les collaborateurs et le but, c'est qu'on défende les intérêts de toutes ces parties prenantes. Et évidemment, les organisations syndicales, les représentants du personnel, ils sont là pour ça, ils sont aguerris à ça. Donc, ils sont, nous, évidemment, alors, je vais essayer de faire une réponse précise, mais dans le conseil, on a un représentant, évidemment, des collaborateurs. Il est membre aussi de notre dispositif Plus Sain au global parce que lui, il est assez aguerri à ces sujets-là, donc il porte une voix intéressante. Et quand on a fait notre exercice là d'aller dans les géographies et d'aller créer des collectifs, des comités de parties prenantes vraiment par géographie, donc là on n'est pas dans les contrats, on est à l'échelle d'un pays, on a été vigilant que la question du dialogue social soit portée, mais en plus la DRH du groupe nous a demandé de mener l'exercice avec nos représentants du personnel. Donc, dans un exercice de dialogue social classique, on a mis en place cette méthode Plus Sain pour être un peu plus collaboratif dans la manière de mener le dialogue. C'est assez processé. Moi, je ne suis pas une spécialiste de dialogue social, mais en tout cas, on a aidé nos équipes dialogue social pour renforcer le dialogue et connecter les dialogues entre eux. Parce que là, plus on va faire remonter des choses, plus on va ouvrir l'info, il va falloir croiser un peu toutes ces données qui arrivent et arriver avec une synthèse pour nos managers qui n'ont pas le temps, et le conseil encore plus, et à être assez audible et faire en sorte, voilà. Donc, en tout cas, oui, cette question du dialogue social a été traitée et on leur donne une place spéciale puisque eux, ça fait partie de leur rôle et de leur responsabilité depuis... voilà. Ce qu'on peut peut-être dire sur la question des syndicats, c'est qu'en général, dans les grands groupes qui ont des comités de parties prenantes, en fait, les syndicats sont représentés dans le comité de parties prenantes à travers des fédérations syndicales internationales, c'est-à-dire indépendamment des obligations juridiques qui s'imposent dans tel ou tel pays. Et donc, ça va être l'accord qu'on a signé avec une grande fédération internationale qui va être représentée au comité de parties prenantes. C'est en général un peu ce qu'on... C'est le cas pour Michelin. Ouais, Ah ben c'est le voilà, cas pour c'est le Michelin. cas Donc, pour on a Michelin, mais... une fédération de syndicats donc, qui s'appelle Industry Hall, qui est la grande fédération industrielle au niveau mondial, qui est organisée par secteur, dont le secteur automobile. Donc, c'est effectivement le directeur de la branche automobile d'Industry Hall qui est membre des parties prenantes. Et par ailleurs, on a organisé depuis 2020 un comité social monde dans lequel nous avons également cette fédération de syndicats. Et puis, comme Veolia, un représentant de nos collaborateurs au conseil de surveillance, précisément au comité RSE. Voilà un petit peu comment ça s'organise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anna ou... Non, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être que sur les comités de parties prenantes, on peut peut-être côté oui. Veolia voir comment le comité est constitué. Parce que dans les comités de parties prenantes, on voit un peu deux types de comités. On voit des comités où il y a une représentation des parties prenantes, donc une sorte de représentativité des parties prenantes, et des comités où on est presque à la limite un peu du comité d'orientation, où on a plutôt des experts, des thématiques importantes pour l'entreprise. Côté Critical Friends, Fanny, vous avez quel type de partie prenante représentée? Alors, le comité des Critical Friends, c'est, comme je disais, un comité historique qui est créé depuis 2013. On a une douzaine de membres. Ils sont pour moitié hommes, moitié femmes, moitié français, moitié internationaux, avec surtout des représentants côté environnement et société. C'est plutôt du Chatamaou sur ce sujet-là. Voilà, on était amené à en remplacer quelques-uns parce qu'il y a des changements de mandat, mais... Et c'est plutôt des experts que des représentants de vos parties prenantes, quoi. Oui, alors c'est plutôt parce historiquement, c'est plutôt des experts et ils s'expriment en leur nom propre et pas au nom de leur organisation.
On ne partage pas forcément le fruit des discussions, ça nourrit le COMEX et voilà, on crée vraiment cette relation de confiance dont aussi Antoine parlait, qui est essentielle pour qu'il y ait un dialogue. Le mot critical friends, je pense, est extrêmement explicite dans l'intention qui est posée. Il faut se dire les choses et oser aller sur les sujets un peu poil à gratter. Voilà. Dans les dispositifs plus sains, nous qu'on déploie, qui vont plus sur le terrain, au niveau des géographies, au niveau des contrats, au niveau des projets, là, ce qu'on pose, mais après tout est flex parce que ça va s'adapter, il ne faut pas être trop rigide dans l'application, mais c'est plutôt des représentants des parties prenantes, donc ils s'expriment au nom de leur organisation. On essaye là, dans ce dispositif plus sain, qu'il y ait une certaine transparence du dialogue pour voilà, donner à voir les contradictions et aussi les consensus qu'on arrive à trouver. Et parfois, et ce n'est pas toujours possible, on essaie d'avoir des projets pour matérialiser l'engagement, parce que souvent on dit mais qu'est-ce que tout ça produit, ça prend beaucoup de temps, c'est très sympathique, et pas toujours d'ailleurs, mais tout dépend si c'est des alliés ou pas des alliés, mais qu'est-ce que ça produit? Et on essaie de matérialiser ça par des engagements communs, juste pour voilà, créer cette dynamique collective qui permet de changer un peu la donne dans la manière de mettre en œuvre les activités. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre timing. Anna, peut-être je te laisse conclure. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on a 2 minutes. Voilà, en termes de conclusion, je vois quelques éléments pratiques qui ressortent de nos échanges. D'abord, c'est l'importance de créer des outils permettant d'infuser la culture du dialogue avec des parties prenantes à tous les niveaux de l'entreprise et de l'intégrer dans les pratiques du business à travers des KPI et des business reviews. Puis après, la formation des administrateurs dans le domaine des vigilances, aussi les droits humains, parce que vous organisez les workshops ou des newsletters, j'ai cru comprendre aussi, qui permettent de la diffusion efficace de la culture du dialogue. Et puis, la remontée au conseil d'administration de DILEM ou la remontée au COMEX de DILEM sur le cadre d'analyse stratégique qui permettent de prendre en compte les intérêts des parties prenantes plus amont de l'étude d'un projet. Et puis, le comité de mission est plutôt, selon moi, un moyen de systématiquement interroger les parties prenantes, mais il ne remplace pas l'ouverture et la culture du dialogue qui doit être transversale. C'est tout ce que je vois. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Très clair en tout cas pour moi. Oui, très clair. Moi, je n'ai pas parlé effectivement, Anna, de la lettre d'information au conseil d'administration, et je peux en dire 2 mots parce qu'effectivement, il y a un besoin de partager aussi des grands sujets. Donc, on a, nous, un nouvel outil de formation pour notre conseil d'administration sur les grands enjeux de RSE qui vont du climat en passant par les enjeux sociaux, le dialogue partie prenante. Notre nouvelle lettre d'info, elle porte sur le dialogue partie prenante pour vous donner un aperçu des grandes tendances, de l'importance de ce sujet-là. On est un peu générique dans les propos, mais du coup, après, on donne des exemples chez Veolia. Donc, tout ça concourt à une culture et aussi de former l'ensemble des acteurs pour que voilà, il y ait un éclairage suffisamment construit. Donc oui, ça, c'est un bel outil également. Oui. Moi, je dirais peut-être en conclusion, je reprends d'ailleurs une formule qu'avait utilisée Fanny quand on prépare, c'est qu'il faut de la conviction, de la vision et de la méthode. C'est-à-dire qu'il voilà, y a aussi besoin de structurer les choses, et j'y ajouterais qu'il faut prendre en compte la dimension humaine. C'est-à-dire que pour chacun de nous, c'est un changement, cette manière d'appréhender les parties prenantes. Les managers qui sont confrontés à ça sont dans une zone d'inconfort et il faut le prendre en compte, tout ça prend du temps. Et c'est aussi cette dynamique humaine qui fait aussi que parfois on arrive à trouver des alignements d'intérêts qui semblent complètement divergents parce qu'on va prendre le temps de mieux écouter, de mieux se comprendre, etc. Donc, voilà, je pense que c'est conviction, méthode et relations humaines. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et nous allons préparer un résumé de notre webinaire qui sera distribué à tous les participants. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.